Le dernier film de Bong Joon-ho, Mickey 17, est sorti mercredi dernier. On vous en parle maintenant. On retrouve au casting Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette et Mark Ruffalo. Dans un futur proche, Mickey Barnes est un expendable, un membre d'équipage clonable chargé des missions les plus dangereuses lors de la colonisation de la planète glacée Nilfheim. Après une mission périlleuse, il découvre qu'un clone, Mickey 18, a été créé pour le remplacer, menaçant son existence. Personnellement, j'attendais le film depuis un petit bout de temps parce que je suis un fan de Bong Joon-ho. Je l'ai vu donc aujourd'hui. Vianney, lui, n'a pas vu, mais il pourra y intervenir s'il a des questions à poser. Il a déjà vu aussi pas mal de films de Bong Joon-ho. Donc le film, le premier abord, donc quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé que l'histoire était plutôt originale et que visuellement, ça avait l'air d'être assez sympa. Il faut savoir que le film est plutôt à classifier donc dans science-fiction, pas de surprise, et c'est plutôt une comédie. C'est pas du tout un drame, c'est une comédie. Le côté comédie, pour le coup, est pas obligatoirement un point positif pour moi, parce que je trouve que c'est souvent dans l'humour assez lourd. Les personnages sont très caricaturaux, surtout Mark Ruffalo et Toni Collette. Mark Ruffalo est une espèce de caricature de Trump, voilà, une espèce de Trump mélangé avec un petit peu de peut-être d'Elon Musk, hein, mais bon, surtout du Trump. Il en fait beaucoup, des tonnes et des tonnes. Toni Collette, qui est sa femme, en fait un peu des tonnes aussi. Globalement, les personnages ont tendance à faire des tonnes. Alors peut-être pas trop les personnages féminins en dehors de Toni Collette qui sont un peu plus nature, mais même Pattinson en fait un petit peu trop des fois. Mais bon, encore lui ça va, c'est plutôt sympa, surtout quand il fait Mickey 17 et Mickey 18 puisque ça permet de trancher. Et là-dessus, il se débrouille plutôt bien. Donc le côté humoristique est plutôt très présent. Ça m'a fait sourire une ou deux fois. Ça m'a un peu saoulé quelques fois, honnêtement. C'est un côté qu'on avait retrouvé un peu dans Okja ou même dans Snowpiercer, ces personnages un peu caricaturaux, et c'est pas ce que j'avais préféré. D'ailleurs, je le dis maintenant, globalement, ça confirme que je préfère quand Bong Joon-ho travaille en Corée avec une production coréenne. Ouais, donc je me permets d'intervenir. Là, tout ce que tu as l'air de dire qui ne t'a pas plu, ça ressemble un peu au côté américain, en fait, du... Je trouve qu'il y a de l'humour hein, dans les films de Bong Joon-ho en général. Par exemple, dans The Host, il y avait de l'humour. C'était plus bizarre parce que c'était à la coréenne, c'est-à-dire que c'était du drame et d'un seul coup de l'humour. Là, c'est plus humour, il n'y a pas de surprise. Donc là, on est plus sur un truc à l'américaine, on va dire. Même dans Parasite, dans Parasite, il y a quand même de l'humour aussi. Il y a de l'humour, mais en effet, on est moins sur attention, on est dans un film drôle. Voilà. Et là, on est plus là-dessus, je trouve. On est dans un film drôle, donc ça va être drôle tout le temps. Et du coup, c'est lourd. Je trouve que dans ces cas-là, c'est assez lourd, en fait. Et donc ça m'a un peu gêné. Malheureusement, ça m'a un peu gêné. Le personnage de Pattinson est quand même sympathique. Je sais pas pourquoi, parce qu'il m'a rappelé un personnage. Pourtant, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps et qui m'a pas marqué plus que ça, mais je trouve qu'il a un côté personnage principal dans Idiocratie, en fait. Et parce qu'il est un peu bonnet, et que des fois, il a l'air de subir un peu ce qui se passe autour de lui, en fait. Il est un peu dans un monde, voilà, tout fonctionne autour, et lui, il est un peu perdu. Il a l'air gentil, mais voilà. Dans Idiocratie, alors pour le coup, dans Idiocratie, le personnage devenait plus intelligent que ce qui l'entourait, mais au début, il subissait un peu l'entourage. C'est le personnage de Luke Wilson, c'est ça? Oui, c'est ça. Le frère ou le demi-frère d'Owen Wilson. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc le personnage m'a un petit peu fait penser à ça parce qu'il est un peu perdu au milieu d'un monde. On a l'impression qu'il comprend pas totalement. Mais le côté loser un peu est sympathique. Le nom de autant Toni Collette, Steven Yeun. Mark Ruffalo, Robert Pattinson, je connais, et Naomi Ackie, alors déjà, qui est-elle et quel rôle a-t-elle dans le film? Alors, elle a le rôle de la petite amie de Mickey, et en fait, je la connaissais pas vraiment non plus. Je l'ai vue, je m'en souviens un peu dans la mini-série The End of the Fucking World, qui était une série anglaise. J'ai pas vérifié, d'ailleurs, c'est peut-être une actrice anglaise, je ne sais pas. Elle est plutôt pas mal, elle, dans le film, elle est plus sur un jeu un peu plus naturel, elle est pas dans la caricature comme les autres personnages. Donc voilà, elle est correcte, là, ça m'a pas transcendé non plus, mais elle est plutôt correcte. D'ailleurs, en dehors de Toni Collette, toujours je mets Toni Collette de côté, mais globalement, les personnages féminins sont pas trop dans la caricature, et sont d'ailleurs un peu moins couillonnes, on va dire, que les personnages masculins dans le film. Il y a principalement 2 personnages féminins qui sont on va dire un peu plus dans la normalité, et qui du coup ressortent moins, mais sont moins saoulantes que certains personnages. Après, le côté comédie, voilà, il y a quand même des trucs sympathiques.
sans trop révéler, par exemple, le Mickey est réimprimé d'une certaine manière à chaque fois qu'il revit, et le système où il est réimprimé ressemble vraiment à une imprimante papier, en fait. C'est-à-dire qu'il reprend des choses qu'on voit sur une imprimante papier. Et du coup, ça, c'est un détail qui est assez drôle. Mais après, globalement, ça peut être un peu lourd. Ensuite, pour partir sur les thèmes, on est sur des thèmes qui tournent autour de la science, autour de l'identité, et sur des thèmes qui sont vraiment abordés de façon très grossière et très lourde. Alors, bien évidemment, j'ai plus ou moins révélé un des thèmes, puisque on a un personnage qui ressemble beaucoup à Trump. Donc, automatiquement, on a fascisme, nazisme, impérialisme, voilà. Ah, mais ça y va avec des gros sabots de bœuf. Vraiment, c'est vraiment pas subtil. Tout ce qui peut ressembler à un petit logo qui ressemble à une croix gammée, à des gars qui font limite un salut nazi, ça y va à fond. Donc, il y a un gros manque de subtilité. Et en fait, globalement, en fait, j'ai envie de dire que sur le film, il y a un gros manque de subtilité, en fait, vraiment. C'est pour moi un des problèmes. C'est vraiment un gros manque de subtilité et que je trouve qu'il a moins dans son cinéma purement coréen et qu'il a de plus en plus dans le cinéma qu'il fait avec les États-Unis. Donc les thèmes, il y a quoi? Il y a donc l'identité. Il y a l'identité, il y a la mort aussi. Alors, si on pousse de très loin, peut-être un côté transhumanisme dans le sens où il y a le fait que Mickey est un cobaye et qu'à partir du moment où il est identifié comme cobaye, il sert la science et on se demande si il lui retire pas toute son humanité en fait, puisqu'en fait les gens ne cherchent, à partir du moment où ils savent qu'il revit, les gens autour de lui ne se posent pas la question déjà s'il souffre. Alors ils sont curieux de savoir ce qu'il ressent quand il meurt, mais sa souffrance, tout le monde s'en fout parce qu'ils se disent tous de toute façon il revit après, donc en fait on s'en fout. Et donc ça devient limite un objet. Le fait que ce soit un cobaye fait que ça devient un objet, et lui est un peu perdu après il y a le côté identité, puisque lui il est un peu perdu au milieu de ses différentes identités, parce qu'il faut savoir qu'il récupère sa mémoire, mais sa personnalité peut changer. Alors ce qui est d'ailleurs un petit défaut du film, puisqu'en fait, sans trop en révéler, au début on voit Mickey avant qui devienne une personne qu'on réimprime, et on le voit quand il est en Mickey 17. Et les deux se ressemblent beaucoup. Et d'un seul coup, quand il y a Mickey 18, on apprend qu'en fait, les autres versions étaient toutes différentes. Donc là, il y a une petite incohérence, un peu, voilà, qui est pas trop gênante, mais une petite incohérence. Mais voilà, en fait, on parle un peu de cette identité. Et sinon, après, voilà, j'ai dit, on est beaucoup sur le... Enfin, j'ai trouvé que le côté très fascisme, impérialisme, tout était très très lourd, s'imposait beaucoup, quoi, et pas très bien traité. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune surprise là-dessus. Okay. En fait, même pour dire, ça m'a beaucoup rappelé Starship Troopers, mais en moins subtil, en moins bien, en fait. Oui, parce que Starship Troopers, tu sens que vraiment ça va dans l'exagération. C'est ça. En fait, la seule différence, et je pense que c'est là où Starship Troopers s'en sort mieux, c'est que Starship Troopers, en tout cas quand je l'ai vu, il faudra peut-être que je le revoie, mais à ma connaissance, ne visait pas des gens en particulier. Il ne vise pas une personnalité. Là, le problème, à partir du moment où Mark Ruffalo ressemble beaucoup à Trump, ça devient très lourd parce qu'on a l'impression qu'ils attaquent une personnalité principale. Et là, ça devient lourd. Quand il y a un discours qui est plus généraliste sur le fascisme, la montée du fascisme, une idéologie, c'est plus intéressant. Quand on utilise ce traitement-là pour attaquer une personnalité, je trouve ça plus lourd parce qu'après, on rentre dans des nuances qu'il n'y a pas du tout dans le film, en fait. Et donc voilà. Donc je trouve que c'est moins bien traité. Et dans ce cas, il vaut mieux voir Starship Trooper pour ceux qui l'ont pas vu. Et quant à la réalisation, la photographie, ça donne quoi? Alors au niveau réel, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant jusqu'à ce qu'il se retrouve avec une Mickey 18, donc le deuxième, quand il se retrouve à 2. Et là, il y a une espèce de ventre mou au milieu du film. La réelle est plus simple, les décors sont plus simples. Les dialogues sont pas toujours hyper intéressants, et donc je me suis un petit peu ennuyé au milieu du film. Et sur la fin du film, on reprend un peu de rythme, on reprend un peu plus de choses, ça bouge un peu plus, il y a un peu plus d'idées. Après, niveau photo, c'est bien. Niveau effets spéciaux, c'est plutôt très très bien, je trouve. Les décors, globalement, sont pas mal. Non, visuellement, c'est plutôt bien, mais voilà, il y a un peu un ventre mouche. Il se traîne un peu au milieu du film. Faut savoir que c'est tiré d'un roman, et je n'ai pas lu le roman, il s'appelle Mickey 7, pour le coup, pas 17. Et donc, je sais pas si... Peut-être que dans le roman, il y a aussi un ventre mou au milieu, mais bon, après, c'était à lui de voir. C'est lui qui a écrit le scénario, c'était à lui de réécrire le truc. Mais je trouve que c'est un peu mou au milieu, que les dialogues, les échanges entre les personnages sont pas fou au milieu du film. Mais début, fin, on n'est pas trop mal. Ça bouge bien, là, il y a des idées de réalisation, il y a des trucs pas mal. Et une question piège, parce que c'est peut-être pas quelque chose que tu notes toujours, mais niveau ambiance musicale, ambiance sonore. Alors, l'ambiance musicale, au début, m'a plutôt marqué, parce qu'on est on est beaucoup sur un piano assez doux.
en fait. Et alors qu'à l'image, on a des choses qui des fois sont un peu drôles ou un peu très science-fiction, donc il y a un petit peu un contre-courant entre les deux. Mais le piano sert, je pense, à beaucoup au début, parce qu'au début, il explique son histoire. C'est-à-dire qu'il revient en arrière pour expliquer comment il en est arrivé là. Et du coup, il y a ce piano au début qui est pas mal. Après, honnêtement, la musique m'a pas plus marqué que ça par la suite. Voilà, juste au début, il faut savoir un truc aussi, c'est que Pattinson est aussi narrateur. C'est-à-dire que le personnage de Mickey 17 parle beaucoup en voix off pour expliquer ce qu'il a vécu ou pourquoi il en est là, ce qu'il pense des gens, voilà. Il parle quand même pas mal. Au début, j'ai trouvé ça sympa. Il y avait un petit côté un peu film de détective à l'ancienne un peu. Et puis en plus, ça rajoute au fait qu'on se rend compte qu'il soit un peu loser. Parce quand il parle derrière, il explique des choses, mais on sent qu'il est un peu hésitant, qu'il comprend pas trop ce qui lui arrive, qu'il regrette des choses. Donc ça, c'est pas mal. Mais il y a des moments où t'as envie qu'il se taise, quand même. Il y a des moments dans le film où il parle et on se dit ça sert à rien. Ce serait bien qu'il se taise, il n'y a pas besoin tout le temps de faire des commentaires. Alors il en fait pas tout le temps, mais il y a quand même des petits moments où je me suis dit, voilà, là la voix off, elle n'était pas nécessaire, donc. Mais au début, elle est pas mal. Mais c'est pour ça qu'en fait, je trouve vraiment que le début est plutôt bien foutu, hein, et la fin est pas mal, et que le milieu est pas très bien, en fait. Et le film dure combien de temps? Il dure 2h15. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Est-ce que tu pourrais donner 2 raisons aux gens d'aller le voir et 2 raisons aux gens de ne pas aller le voir? Alors, je pense que la première chose qui pourrait donner envie de le voir, c'est Pattinson, que je trouve plutôt pas mal. J'ai envie de dire comme souvent, parce que à la base j'étais un peu un anti-Pattinson, parce qu'au début Twilight, ça l'avait tellement marqué, c'était tellement une bouse, que j'ai eu du mal, mais c'est vrai que ça fait un bout de temps maintenant que Pattinson montre qu'il est plutôt très bien. Et là, en fait, les phases où il fait Mickey 17 et Mickey 18, il est plutôt pas mal, il joue les deux, et voilà. Il joue bien tout, c'est-à-dire sur sa position de corps, surtout, on voit quand c'est Mickey 17, quand c'est Mickey 18. Donc ça, c'est plutôt bien, pour voir Pattinson jouer Mickey 17 et Mickey 18. Et ensuite, parce que pour le contexte et les lieux, en fait, pour le contexte de science-fiction, en fait. Parce que les lieux, l'ambiance est quand même plutôt sympa. Je veux pas trop en dire, mais voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en compte et qui sont plutôt bien faits avec comme je disais, les effets spéciaux qui sont plutôt bien et tout. Donc ça, le côté visuel est plutôt sympa. Donc pour ça, c'est pas mal. Après, pour le mauvais côté, comme je disais, les thèmes abordés de façon très lourde, surtout impérialisme, fascisme et compagnie, qui sont très très lourdes. Et ensuite, je vais en donner 3 du coup. Le film est un peu inégal, comme je disais. Début très bien, milieu pas ouf et fin sympathique. Donc le fait que ce soit inégal, c'est pas génial. Ça rattrape un peu à la fin du coup, mais bon. Et le deuxième truc, c'est Mark Ruffalo, quoi. J'aime beaucoup Mark Ruffalo, mais après, je pense qu'il a fait ce qu'on lui a demandé, hein, mais il est insupportable, quoi. En pseudo-Trump, il est insupportable. Il est lourd, quoi. Et ce côté lourd du film m'a saoulé, vraiment. Ouais, parce qu'on le voit souvent, c'est ça? C'est vraiment... Oui. En fait, c'est le commandant qui gère le vaisseau qui vient sur la planète. Et c'est un commandant, mais il a un côté président un peu, quoi. Donc on le voit, et c'est lui qui gère de derrière tout ce qui est science, tous ceux qui sont en train de travailler sur le renouvellement du personnage de Mickey 17. Et donc il chapeaute tout, il dit beaucoup de merde, il est souvent rattrapé par sa femme, et il a l'air de rien comprendre, mais il gueule tout le temps et il est tout le temps vénère. Et il aime beaucoup faire des grands discours qui mènent à rien. On voit qui est visé parce qu'on connaît quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de discours, qui mène à quelque chose ou pas comme vous voulez, mais en tout cas il aime bien parler. Donc voilà, donc ça serait plutôt le mauvais côté. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je vais rajouter que je suis pressé de voir le prochain film de Bong Joon-ho uniquement coréen. J'aimerais beaucoup qu'il s'arrête au coréen, parce que à chaque fois je suis pas très emballé. Enfin, c'est le deuxième, je crois. Il y avait Okja avant, et Okja c'était le film que j'aimais le moins de Bong Joon-ho. Mickey 17, ça devient peut-être le film que j'aime le moins, ou en tout cas presque au même niveau qu'Okja. Donc je préfère quand il travaille avec la Corée. Snowpiercer, il était aussi international. Alors Snowpiercer avait un casting international, mais je crois que la production est coréenne. D'accord. Ok. Mais déjà, je pense qu'il avait une vision américaine, et je trouve que déjà ça se sent, parce que Snowpiercer, personnellement, c'était pas celui que je préfère non plus, même si je le trouve mieux qu'Okja. Mais voilà, il y avait des petites choses que j'aimais moins dans les personnages et tout, c'est des trucs que j'aimais un peu moins. On est loin de Memory of Murder ou de Parasite, ou de Mother même, qui est aussi excellent. Et donc ceux qui connaissent pas Bong Joon-ho, je leur conseillerais de voir surtout ces films coréens, parce que c'est à mon avis ce qui est meilleur. Et d'ailleurs, c'est pas pour faire de la pub, hein, parce qu'on touche de l'argent par personne malheureusement, mais je suis tombé hier sur Max. Sur Max, normalement, il y a Parasite, il y a Snowpiercer, il y a Memories of Murder, je crois. Si vous voulez voir Okja, j'ai pas vérifié, mais c'était un film, je crois, qui était distribué par Netflix, donc il doit être sur Netflix. Donc, globalement, je pense que sur les chaînes, vous pouvez en retrouver quelques-uns.
Mother, je l'ai pas vu, mais voilà. En tout cas, vous avez au moins 3-4 films sur Max, au moins un film sur Netflix. Donc si vous voulez voir les anciens, allez-y. Après, Mickey 17, peut-être que les gens trouveront ça sympathique, mais c'est pas du tout du bon Bong Joon-ho en fait. Et le problème, c'est que du coup, je voulais voir un Bong Joon-ho, donc j'ai été déçu. J'ai vraiment été déçu. Peut-être que si ça avait été un réalisateur lambda, j'aurais été plus emballé par le film, mais là, du coup, j'ai été très déçu. Ok, ouais, bah, d'autant plus que la bande-annonce donnait envie, quoi. On a vu Ouais, qu'à carrément. parler précédemment. Mais honnêtement, la bande-annonce, je l'ai pas revue, mais dans mes souvenirs, la bande-annonce, c'est le début du film, quoi. C'est donc la meilleure partie du film. Et du coup, après, le reste est beaucoup moins bien, et c'était pas... Après, c'est pas plus mal qu'ils le mettent pas dans la bande-annonce, parce que c'est vite qu'il raconte tout le film. Mais c'est sûr qu'on voit dans la bande-annonce ce qui est le meilleur dans le film. Donc, Ok, bah, merci beaucoup Greg. Donc le mot qui pourrait synthétiser tout, c'est déception. déception, ouais. Déception et vive le cinéma purement coréen de Bong Joon-ho. Ok, bah, dites-nous en commentaire si vous avez vu le film, si ça vous donne envie, malgré toutes les non-éloges que Greg a pu faire. Il y a quand même des côtés positifs voilà, qu'on a quand même bien notés. Sinon, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo, ça nous fait plaisir. Et puis, Greg, je te propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut! Salut! Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.